Ma famille m'a exclu de notre groupe de discussion à cause de ma négativité. En réponse, j'ai annulé tous les abonnements à mon nom qu'il utilisait, Netflix, Spotify, le forfait téléphonique et l'assurance auto. Quelques heures plus tard, je faisais défiler mes messages un après-midi, sirotant tranquillement un café tiède et regardant d'un œil distrait une rediffusion d'une émission de rénovation de maison en arrière-plan quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon téléphone avait été plus silencieux que d'habitude toute la journée. Pas de mème de mon jeune frère, pas de tirades interminables de ma mère sur le chien du voisin qui aboie. Pas de liens aléatoires de ma sœur essayant de me mêler à sa dernière activité secondaire. C'était trop calme. Pour le contexte, je suis Clément, 28 ans, et le soi-disant responsable de la famille, ce qui dans ma famille signifie en gros que je paie mes factures à temps et que je ne cause pas de drame. J'ai un emploi stable dans l'informatique, un appartement décent, et plus de 3 cellules cérébrales en état de marche. Cela me place apparemment en minorité dans ma famille. Alors, j'ai ouvert la conversation de groupe, notre centre de commande familial glorifié, complet avec son chaos quotidien, ses petits sentiments de culpabilité et l'occasionnel même d'anniversaire mal édité. Seulement, elle n'y était plus. Au début, j'ai pensé que je l'avais archivée par erreur ou que j'avais accidentellement appuyé sur quelque chose que je n'aurais pas dû. Mais après quelques minutes de recherche, la réalité a commencé à s'imposer. J'avais été retiré. La conversation de groupe de la famille Dupont, qui était active depuis des années, où nous planifions des vacances, partagions des nouvelles et nous disputions parfois pour savoir qui avait laissé la porte du congélateur ouverte chez maman, avait disparu. Mon nom avait été supprimé comme un fichier périmé. Maintenant, écoutez, je ne suis pas du genre dramatique. Je ne pleure pas pour des discussions numériques où je ne fais pas de caprice quand quelqu'un me laisse en vue, mais c'était différent. C'était ma famille. J'ai fixé mon écran pendant 1 minute, mon cerveau jonglant entre la confusion, l'irritation et cette douleur au creux de l'estomac. Avais-je dit quelque chose de mal? Avais-je manqué un anniversaire ou offensé quelqu'un sans m'en rendre compte? J'ai attendu 1 heure, puis une autre. Toujours rien. Finalement, j'ai envoyé un message directement à ma sœur Léa. Elle était toujours la plus bruyante du groupe, à la fois littéralement et figurativement. Alors, si quelqu'un savait ce qui se passait, ce serait elle. Salut, la discussion de groupe a-t-elle été supprimée ou quelque chose? Je ne la vois plus. Les 3 petits points sont apparus presque instantanément, puis ont disparu, puis sont revenus. Puis finalement, sa réponse est tombée comme une gifle froide. Non, on t'a juste retiré. On ne veut plus de ta négativité. C'était tout. Pas de salutation, pas d'explication, pas même un emoji pour adoucir le coup. Juste une phrase plate qui m'a frappé plus fort que prévu. J'ai fixé l'écran pendant une bonne trentaine de secondes, la relisant pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Négativité. J'ai cherché dans ma mémoire, feuilletant les conversations récentes. J'avais fait remarquer à ma mère un commentaire passif-agressif sur mon travail la semaine dernière. Dis à mon frère que sa théorie du complot sur les antennes 5G était absurde. Dis non quand Léa m'avait demandé de co-signer un prêt pour la nouvelle entreprise de cristaux de bien-être de son ami. Était-ce cela? Refuser d'encourager les mauvaises décisions était-il maintenant considéré comme négatif? J'ai répondu, essayant de rester civil. Peux-tu expliquer ce que tu veux dire? Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite, pas pendant des heures. En fait, j'ai regardé Netflix, fait les 100 pas, nettoyé ma cuisine déjà propre, vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. Le silence parlait plus fort que n'importe quelle réponse. Finalement, elle a envoyé un message vocal. Je pouvais déjà sentir le roulement d'yeux se former avant même d'appuyer sur replay. Tu es toujours là à gâcher l'ambiance, Clément. Genre, on essaie de s'amuser dans le groupe, et tu es toujours en train de corriger les gens ou d'être trop réaliste. C'est épuisant. On veut juste que les choses restent légères. Ok, j'avais envie de rire ou peut-être de crier. Réaliste. C'est de ça qu'il s'agissait. J'étais exclu de la discussion de groupe familial parce que je refusais de jouer le jeu du budget fantaisiste, des propositions de marketing de réseau et de la pensée de groupe absurde. Je n'ai pas répondu. Pas alors. Il me fallait 1 minute, puis une autre. Et puis j'ai commencé à réfléchir à la façon dont j'avais été celui qui avait configuré ce compte Netflix il y a 5 ans lorsque le vieux lecteur DVD de maman avait finalement rendu l'âme.
Comment j'avais ajouté tout le monde à mon abonnement familial Spotify Premium parce que mon frère se plaignait des publicités pendant ses entraînements. Comment la facture de téléphone de Léa était sur mon forfait depuis qu'elle avait dépassé sa consommation de données un été et m'avait supplié de l'aider. Comment même l'assurance auto de mon père portait mon nom parce que j'avais une réduction d'entreprise grâce à mon travail et qu'il avait juste besoin d'aide pour la démarrer. Je ne leur avais jamais demandé de me rembourser. Pas une seule fois. Je couvrais les factures chaque mois parce que je pouvais me le permettre et parce que, franchement, cela me semblait être le seul moyen réel de rester connecté à eux par le soutien, par l'utilité, en étant celui sur qui ils pouvaient compter. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Ou peut-être était-ce trop. J'ai regardé toutes les charges mensuelles, les applications, les services, les mots de passe partagés et les paramètres de paiement automatique. J'ai regardé tout ce qu'ils avaient utilisé silencieusement, confortablement, sans jamais se demander d'où tout cela venait. Et puis j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si tout cela disparaissait. Non par malice. Pas encore, mais par curiosité. Je n'ai rien fait cette nuit-là. J'ai laissé l'idée mariner. J'ai mal dormi dessus. J'ai rêvé de discussions de groupe remplies d'émojis rire qui ne m'incluaient pas, de dîners de famille auxquels je n'étais pas invité, de Léa publiant le lancement de son entreprise de cristaux de bien-être, et de tout le monde qui aimait, tandis que je restais sur la touche numérique. Observant comme un fantôme. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai ouvert mon tableau de bord de facturation. Un par un, j'ai passé en revue chaque compte partagé et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de vengeance, juste une liste. Netflix, Spotify, le forfait téléphonique familial, l'assurance auto, Hulu, le compte HBO que Léa utilisait pour regarder des séries criminelles, même la configuration de partage familial Apple que mon père utilisait pour sauvegarder ses photos. Des photos que je n'avais même jamais vues. J'ai siroté mon café, les yeux fixés sur l'écran. Mon téléphone a vibré. C'était une photo de ma mère. Un dîner de famille. Mon frère, mes parents, Léa, les assiettes pleines. Des rires figés en pixels. Aucune légende. Je n'étais pas invité. Je n'étais même pas mentionné. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a commencé à changer. Plus seulement de la tristesse ou de la confusion. Quelque chose de plus aigu, de plus froid. Un clic silencieux dans ma poitrine, comme le son d'une serrure qui tourne. Ils ne voulaient pas de ma négativité. Très bien. Mais ils étaient sur le point de découvrir à quoi ressemblait la vie sans mon soutien, aussi. Et ça allait être très, très différent. Cela a commencé petit, comme la plupart des choses. Un message ici, une charge là. Rien de trop dramatique. Je n'ai pas tout annulé d'un coup. Cela aurait été trop évident, trop bruyant. Non, je voulais voir combien de temps il leur faudrait pour remarquer, combien de temps ils profiteraient du confort que je leur offrais sans réaliser que le sol sous leurs pieds avait changé. J'ai commencé par le compte HBO. Léa m'a envoyé un message 2 jours plus tard. Salut, HBO m'a déconnecté. J'étais à la moitié de ce documentaire sur les cultes. Je l'ai laissé en vue. Elle a de nouveau envoyé un message. Peux-tu renvoyer l'identifiant? Je crois que ça a bugué. Toujours rien de ma part. Quelques heures ont passé et puis elle a écrit, Clément. C'était la première fois qu'elle prononçait mon nom depuis la suppression de la discussion de groupe, mais je n'ai pas mordu. Au lieu de cela, j'ai discrètement retiré son appareil du compte et changé le mot de passe. Cette nuit-là, j'ai reçu un message passif-agressif sur mon fil Facebook de sa part. Un mème qui disait, certaines personnes n'aident que pour pouvoir vous contrôler. On vous voit. Elle ne m'a pas tagué, mais ce n'était pas subtil. J'ai roulé des yeux et j'ai continué. Le forfait familial Spotify était le suivant. Celui-là a frappé vite. Un barrage de messages est arrivé le lendemain matin. Mon frère Jules a commencé. Frérot, qu'est-ce qui est arrivé à la musique? J'étais à la salle de sport et soudain j'ai des publicités sur les champignons des pieds. J'ai souri. Tu es toujours sur le Spotify, ai-je demandé, faisant l'ignorant. Oui, notre Spotify, a-t-il répondu. Non. Mon Spotify, ai-je rétorqué. Vous avez dit que vous ne vouliez pas de ma négativité. J'ai supposé que cela incluait mes services. Il n'a pas répondu. Plus tard,
maman est intervenue avec un texte vague, teinté de culpabilité. Nous sommes tous un peu surpris par ton comportement ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Tu étais si généreux. Était. Comme si cette générosité n'avait pas supporté le poids de leur confort pendant des années. Je n'ai pas répondu. Je devenais bon au silence. Il ne s'agissait pas d'argent. Soyons clairs. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Les couper n'était pas une décision financière. C'était émotionnel. Un lent démêlage de la toile dans laquelle j'étais piégé depuis bien trop longtemps. Et plus je démêlais, plus je voyais à quel point leur sentiment d'appropriation était profond. Léa a envoyé un autre message le lendemain. Un mur de texte cette fois. J'ai juste l'impression que tu es vraiment injuste. Genre, ok, peut-être qu'on n'a pas géré les choses parfaitement, mais nous virer de tout sans avertissement, c'est n'importe quoi. Tu sais, maman ne comprend rien à la technologie, et l'assurance auto de papa est sous ton nom, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Tu nous punis tous juste parce que tu te sentais exclu. Grandis un peu. J'ai regardé son message pendant longtemps. Puis j'ai commencé à taper, puis j'ai effacé, puis j'ai tapé à nouveau, effacé à nouveau. Il y avait trop de choses à dire, et rien de tout cela n'aurait l'effet que je voulais, alors j'ai laissé tomber. Laissez le silence parler. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de papa. Il m'appelle rarement à moins que quelque chose ne doive être réparé. Son imprimante, son ordinateur portable, un chargeur qu'il croit infecté. Mais cette fois, il a sauté les amabilités. Clément, je viens de recevoir un avis d'annulation de l'assurance auto. Qu'est-ce qui se passe? J'ai soupiré. Je me suis retiré du plan. Tu t'es retiré? Oui, puisque c'était ma police et que c'était moi qui la payais. J'ai pensé que tu pourrais la transférer maintenant que tu sais que je ne suis pas le bienvenu. Il y a eu une longue pause. J'ai pu entendre sa mâchoire se serrer à travers le téléphone. C'est à cause de cette histoire de discussion de groupe? Ce n'est pas une histoire pour moi. Clément, ne sois pas dramatique. Tu as toujours été sensible. C'était ça. La déviation classique. Mes sentiments réduits au mélodrame. J'ai presque ri. Je suis clair, pas dramatique. Vous avez tous fait un choix. Maintenant, je fais le mien. Il a raccroché sans un mot de plus. Le lendemain, la discussion de groupe est réapparue dans mes messages. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une invitation intitulée « Famille, nouvelle discussion ». Je n'ai pas rejoint. Au lieu de cela, j'ai reçu un message séparé de maman. Mon chéri, tu nous manques. Ne laisse pas un malentendu faire éclater toute la famille. Faire éclater toute la famille. Comme si j'avais allumé l'allumette. Comme s'il n'avait pas tenu la flamme près de la mèche et s'était éloigné. J'avais l'impression d'être gaslighté en 4K. Mais quand même, j'ai hésité. Une partie de moi voulait juste céder, rejoindre le groupe, laisser les choses revenir à la normale. Je regrettais de ne plus être au courant. Je regrettais de ne plus connaître les anniversaires et les barbecues et les mises à jour interminables de ma mère sur son jardin. Mais je savais aussi que si j'y retournais, rien ne changerait. J'accepterais simplement que leur confort se fasse au détriment de mes limites. Alors, j'ai décliné l'invitation. C'est là que les choses ont dégénéré. Léa a commencé à m'envoyer des messages sans arrêt. Des messages vocaux, des textes, même un email. Elle alternait entre la culpabilisation et les insultes pures et simples. Tu agis comme un enfant. Pas étonnant que tu sois toujours célibataire. Maman a pleuré hier à cause de toi. Es-tu heureux? Et puis est venu le coup de grâce. Elle a posté une vidéo sur Instagram, juste une story qui disparaît en 24 heures, mais pas avant qu'un ami ne la capture d'écran et me l'envoie. C'était un extrait d'elle parlant à la caméra, riant avec ses amis en arrière-plan. Certaines personnes obtiennent un peu de pouvoir et se prennent pour des rois. Genre, tu as donné quelques mots de passe à ta famille et maintenant tu penses qu'on te doit nos vies. Passe à autre chose. Tu n'es pas si important. Elle a tagué drame de famille et a ajouté un emoji qui rit. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé des heures. Le manque de respect pur et simple, l'absence totale de conscience de soi. Je n'avais pas demandé de rampement. Je n'avais rien exigé.
J'avais simplement cessé de faire les choses qu'il tenait pour acquises. Et pourtant, il ne pouvait pas le supporter. Mais le pire, ce qui a vraiment retourné le couteau dans la plaie, c'était un commentaire de maman sous la publication. Il a toujours été un peu dramatique. Il reviendra à la raison. Ma propre mère commentant publiquement comme si j'étais un bambin en pleine crise. Ce fut le moment exact où j'ai pris ma décision. Toutes les petites mesures que j'avais prises jusqu'à présent, les coupures de streaming, les suppressions de forfaits téléphoniques, les changements d'assurance, ce n'était que des amuse-gueules. Il était temps de passer au plat principal. Je me suis connecté au tableau de bord du forfait téléphonique. Les 5 membres de la famille y étaient toujours. Tous utilisaient des données, accumulant des coûts mensuels tout en se plaignant de ma mesquinerie. Un par un, je les ai supprimés. Jules m'a envoyé un message 15 minutes plus tard. Mec, mon téléphone ne marche pas. Pas de signal. Il s'est passé quelque chose avec le forfait? Je n'ai pas répondu. 30 minutes plus tard, Léa a appelé d'un nouveau numéro. J'ai refusé. Une autre heure et maman a envoyé un message groupé. Pas sur une application, juste un bon vieux SMS. Clément, s'il te plaît, appelle-moi. C'est sérieux. On essaie de régler ça. Mais il n'a jamais été question de régler. Il s'agissait de contrôle. Il n'avait jamais dit « nous sommes désolés ». Jamais dit « nous voyons comment nous t'avons blessé ». Jamais pensé qu'ils avaient peut-être trop forcé. Alors, j'ai continué. Cette nuit-là, j'ai désactivé complètement les profils Netflix. J'ai changé le nom du seul profil restant en négativité juste pour le flair poétique. J'ai laissé la photo de profil comme un visage triste. J'ai mis à jour l'identifiant Disney+, changé le mot de passe, effacé les appareils. Idem pour Hulu. Je n'étais pas mesquin. Je me réappropriais. Pourtant, les messages ne s'arrêtaient pas. Ils ont escaladé. Menace d'action en justice pour l'annulation de service. Accusation de prendre la famille en otage. Même un appel d'un numéro inconnu qui s'est avéré être ma tante essayant de médier. C'était la première fois que je pleurais. Non par culpabilité, mais par cette profonde et creuse douleur. J'ai réalisé qu'il ne me verrait jamais, pas comme une personne, seulement comme une utilité. Et j'étais fatigué d'être un fournisseur de services se faisant passer pour un fils, un frère et un oncle. J'en avais fini. Mais juste au moment où je pensais qu'il ne pouvait pas tomber plus bas, juste au moment où je croyais que le pire était derrière moi, j'ai reçu une notification, une nouvelle publication. Léa encore. Celle-ci n'était pas une story, une publication complète sur le fil, public. Une photo d'elle, de Jules et de mes parents tous assis à table pour le dîner, souriant, avec la légende, certaines personnes vous retirent de leur vie parce que vous les faites se sentir trop vus. Nous nous aurons toujours. J'ai fixé la photo, zoomé. Là, au centre de la table, il y avait un téléphone. Et sur cet écran, une émission Netflix en pause, toujours connectée, toujours en lecture, toujours sous mon nom. Ils avaient trouvé une solution de contournement. Ils m'utilisaient toujours, faisaient toujours semblant que je n'existais pas, mais épuisaient tout accès qu'ils pouvaient grappiller au coin. J'ai serré la mâchoire. Il ne s'agissait plus de discussion de groupe ou de compte. Il s'agissait de respect, et j'avais finalement atteint mon point de rupture. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, l'écran de mon téléphone faiblement éclairé à côté de moi, rejouant cette photo encore et encore. Ma famille assise ensemble, riant, les visages illuminés par la lueur d'un écran de télévision diffusant une émission qu'ils regardaient toujours depuis mon compte. Il ne s'agissait même plus de Netflix. C'était le symbolisme que même après tout, après le silence, les insultes, les exclusions, ils se sentaient toujours en droit de prendre sans même y penser à 2 fois. Qu'ils posteraient ce moment sur les réseaux sociaux, posant comme un front uni tout en utilisant des hashtags sur la toxicité et la famille d'abord, tout en puisant encore le pouvoir de la personne même qu'ils avaient ostracisée. Et là, j'étais seul à l'extérieur, regardant à nouveau. C'est là que la vraie colère a rampé. Pas le genre vif et brûlant qui s'allume et s'éteint, mais le genre froid et creux. Le genre qui s'installe dans la poitrine comme de l'eau glacée et engourdit tout ce qu'il touche. Pendant quelques minutes, j'ai pensé à supprimer tous mes comptes, à changer de numéro, à disparaître complètement, juste à partir.
J'ai pensé à chaque souvenir des dernières années. Les gâteaux d'anniversaire que j'avais payés, les urgences que j'avais couvertes, les vacances pour lesquelles j'avais conduit des heures, pour finir assis au bout de la table comme un invité dans ma propre famille. Et maintenant, il me qualifiait de toxique. Je me sentais humilié, utilisé, et plus que tout, j'avais l'impression de ne pas compter. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je suis resté assis dans le calme de mon appartement pendant que la ville dormait autour de moi. Le bourdonnement lointain de la circulation à l'extérieur de ma fenêtre, le seul signe que le monde tournait encore. Ce matin-là, j'ai appelé pour me déclarer malade au travail. Je n'avais pas l'énergie de faire semblant d'aller bien. Mon patron a été compréhensif. Elle l'était toujours. Mais dès que j'ai raccroché, le poids m'a frappé. Toutes les années que j'avais consacrées à ma famille, à être le fiable, l'aidant, le réparateur, tout cela avait abouti à cela, un froid glacial et une photo partagée avec un faux sourire. Je n'ai pas mangé ce jour-là, j'ai à peine bougé, je me suis juste traîné dans mon appartement dans un brouillard, ramassant des choses pour les reposer. J'ai essayé de me distraire avec des films, des jeux, même une promenade dehors. Mais partout où j'allais, cette douleur me suivait. Je faisais mon deuil, non pas d'une mort, mais de la perte d'une fantaisie. La fantaisie que si je donnais assez, si j'aimais assez, si j'essayais assez fort, ma famille me verrait comme je les avais toujours vus, dignes de l'effort. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, j'ai enfin lâché prise. Je me suis recroquevillé sur le sol de mon salon, serrant mes genoux contre ma poitrine comme je ne l'avais pas fait depuis que j'étais enfant, et j'ai sangloté. Pas le genre digne non plus. Le genre laid, étouffant, le genre qui vous arrache quand des années de douleur inexprimée atteignent enfin la surface. J'ai pleuré pour les anniversaires que j'avais passés seul. Pour les messages textes jamais répondus. Pour les « ce n'est qu'une blague » qui avaient atterri comme des poignards. Pour toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté et dit oui alors que je voulais crier non. Et quand les larmes ont séché, je me suis senti vide mais propre. Comme si quelque chose en moi avait été frotté à vif. C'était le fond. Mais c'est aussi là que j'ai trouvé la première brique de quelque chose de nouveau. Le lendemain matin, je me suis levé et j'ai ouvert une nouvelle note vierge sur mon téléphone. Je l'ai intitulée « Qu'est-ce que je veux ?» Pas ce qu'il voulait, pas ce qu'on attendait de moi, mais moi. Clément, un informaticien de 28 ans qui n'avait plus de place pour les illusions. J'ai écrit paix, limite, amitié qui ressemble à une maison, une routine de gym qui ne s'éteint pas en 2 semaines. Peut-être un chien, une carrière que j'aime vraiment. Cesser de vivre en réaction à des gens qui ne me demandent jamais comment je vais. Ce n'était pas profond. Ce n'était même pas très ambitieux, mais c'était réel. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais réel aussi. Cette semaine-là, j'ai fait quelques changements discrets. J'ai recommencé la thérapie. Des séances vidéo le mardi avec une femme nommée Clara qui écoutait comme si sa vie en dépendait. Je lui ai tout raconté. La discussion de groupe, les contes, la trahison, la douleur dans ma poitrine qui n'était pas partie. Elle n'a pas offert de remède miracle, juste de l'espace et des questions qui m'ont fait réfléchir. À quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de jouer le rôle du héros familial ? Celle-là m'a hanté pendant des jours. J'ai également restructuré mes finances. J'ai examiné chaque abonnement et compte partagé, recoupé chaque paiement automatique et nettoyé les vestiges de la responsabilité partagée. C'était comme nettoyer un placard rempli de vêtements moisis que je ne savais pas que je portais encore. Je me suis acheté un nouveau forfait téléphonique. Simple, solo, le mien. J'ai configuré de nouveaux mots de passe pour tout. Des ardoises vierges partout. Et puis, juste parce que je pouvais, je me suis offert quelque chose que je reportais depuis des années. Un voyage en solo d'1 semaine. Rien de fantaisiste, juste un chalet tranquille dans les montagnes. Pas de wifi, pas de réseau, juste moi, quelques livres et suffisamment de silence pour me retrouver. La première nuit dans le chalet, je me tenais sur le porche, enveloppé dans un sweat à capuche. Le ciel était parsemé d'étoiles si denses qu'on aurait dit un tableau. J'ai respiré profondément. Pas de notification, pas de drame familial, juste le calme. Et c'est là que ça m'a frappé. Ils ne me manquaient pas. Je manquais qui je pensais qu'ils étaient. Les versions que j'avais créées dans ma tête. La sœur aimante qui finirait par dire merci. La mère qui un jour verrait mes efforts.
Le père qui appellerait juste pour parler. Il n'était pas réel, mais moi, oui. Et pour la première fois, cela me suffisait. À mon retour, j'ai aussi commencé à faire d'autres changements. J'ai renoué avec des amis que je n'avais pas vus depuis des lustres. Des gens qui ne m'avaient jamais fait sentir que je devais gagner ma place dans leur vie. Nous avons pris un café, échangé de vieilles blagues, et pour une fois, je n'ai pas eu l'impression de devoir faire semblant. Je pouvais être fatigué. Je pouvais être silencieux. Je pouvais être moi. Au travail, j'ai postulé pour un poste dans un autre service, un poste avec plus de flexibilité, un meilleur salaire et un responsable qui valorisait réellement la communication. Je ne pensais pas l'obtenir, mais 2 semaines plus tard, c'est ce qui est arrivé. Ma nouvelle équipe a envoyé un email de bienvenue rempli d'émojis et de points d'exclamation, et pour la première fois depuis des années, je ne redoutais plus les lundis. J'ai aussi enfin rejoint cette salle de sport près de chez moi. J'y allais le soir quand c'était calme, enfoui dans un sweat à capuche, mes écouteurs dans les oreilles, reconstruisant lentement un corps qui avait supporté trop de stress pendant trop longtemps. Je ne courais pas après des abdominaux. Je voulais juste me sentir forte à nouveau, capable, ancrée, et lentement, autre chose a commencé à se produire. J'ai commencé à me sentir plus léger, comme si j'avais marché avec un gilet lesté sans même le savoir. L'absence du bruit constant de ma famille ne me semblait plus un trop. Cela me semblait de l'espace. De l'espace pour respirer, pour bouger, pour grandir. Je ne me précipitais pas pour le remplir. J'apprenais à y vivre. Mais même en me reconstruisant, les échos ne disparaissaient pas complètement. De temps en temps, je recevais un message de Léa, généralement vague, parfois hostile, parfois doux. « Salut, j'espère que tu vas bien. Tu as vraiment blessé maman. Les choses me manquent comme elles étaient avant. » Je ne répondais pas, non pas parce que je la détestais, mais parce que je savais que rien n'avait changé de leur côté. Ils voulaient un accès, pas une responsabilité, une reconnexion sans réflexion. Et je n'étais pas intéressé à rouvrir des blessures qui commençaient enfin à cicatriser. Mais un mois après le voyage, quelque chose s'est produit qui a tout changé à nouveau. Une lettre recommandée est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une copie d'une facture. Une facture d'assurance auto en retard avec mon nom toujours listé comme le principal titulaire de la police. Et dans le coin inférieur, gribouillé à l'encre, une note, tu ne peux pas juste abandonner ta famille. Il y a des conséquences. Pas de signature, pas de nom. Mais je savais de qui ça venait. J'ai tenu ce papier dans ma main, la mâchoire serrée. Mes doigts tremblaient. Non pas de peur, mais d'une résolution froide et calculée. Il n'avait pas fini. Il pensait toujours que je bluffais. Croyait toujours que je céderais. Pensait toujours qu'il pouvait s'immiscer dans ma vie, tirer les ficelles, faire des demandes, et que je fléchirais comme je l'avais toujours fait. Mais ils avaient tort, parce que je n'étais plus le même Clément. Pas le réparateur, pas le paillasson, pas le personnage secondaire de ma propre histoire. Et j'en avais fini de jouer les gentils. Recevoir cette lettre, pas seulement la facture, mais le message griffonné en bas, a déclenché quelque chose en moi. Pas de manière dramatique comme dans un montage de film. Plutôt comme quelqu'un qui tourne lentement un bouton. Ça n'a pas explosé. Ça a mijoté, bouilli sous la surface comme une marmite que j'aurais laissée à feu doux pendant des années. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille. Il y a des conséquences. Pas une supplication, pas de remords, une menace. C'est là que j'ai su qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient fait comme une erreur. Ils ne considéraient pas mon éloignement comme une limite. Pour eux, c'était une trahison. Moi, disant non pour la première fois de ma vie d'adulte, était un acte de guerre. Alors, si c'est comme ça qu'ils le voyaient, très bien. Je leur donnerai une guerre, mais pas le genre qu'ils attendaient. Pas de cris, pas de confrontation, pas de petites histoires Instagram mesquines ou de publications de dénonciation. J'avais déjà fait le travail émotionnel. Je ne cherchais pas la vengeance juste pour me sentir mieux. Je cherchais quelque chose de plus calme, de plus incisif, quelque chose qui ferait une déclaration si nette qu'il ne pourrait pas la déformer, quelque chose qu'il ressentirait pendant des années. Et c'est là que la vraie planification a commencé. J'ai commencé par récupérer chaque compte et service qui avait jamais été lié à mon nom. Je l'avais déjà fait superficiellement lorsque je faisais le ménage,
les retirant de Spotify, Netflix, du forfait téléphonique. Mais cette fois, j'ai creusé plus profondément. Rapport de crédit, historique d'adresse, identifiant en ligne, email partagé d'il y a 5 ou 6 ans que j'avais oublié depuis longtemps, et j'ai trouvé beaucoup de choses. Il s'avère que j'avais été la fondation de bien plus que le simple divertissement familial. Le compte PayPal de Léa avait toujours mon ancienne adresse email liée comme récupération. Les abonnements Twitch de Jules passaient toujours par une carte de débit de secours que je lui avais donnée à l'université au cas où. L'assurance auto de papa, celle dont je pensais m'être retiré, était toujours active sous mon nom, juste avec leur mode de paiement temporairement rattaché. Même l'identifiant Apple du téléphone de maman était toujours répertorié sous un plan de partage familial que j'avais configuré à l'époque où son téléphone ne cessait de bugger et qu'elle m'avait supplié de l'aider. J'ai commencé à tout collectionner. Capture d'écran, relevé, email, chaque fil numérique qui nous liait. Je les ai stockés dans un dossier Google Drive privé simplement étiqueté « Réinitialisation ». Puis vint l'étape 2. J'ai appelé ma banque et obtenu un nouveau numéro de carte. Pas seulement pour ma carte de débit principale, chaque compte, chaque épargne, chaque secours. J'ai restructuré tous les paiements automatiques et transféré mes soldes vers un nouveau compte courant personnel dans une banque séparée. Ensuite, j'ai appelé mon assureur automobile. Après environ 40 minutes et 2 transferts, j'ai finalement parlé à quelqu'un qui pouvait voir les données anciennes. Effectivement, mon nom était toujours le principal sur le véhicule de mon père. Cela n'avait jamais été correctement transféré. Juste réparé en surface. J'ai déposé une demande de désaffiliation formelle. J'ai envoyé ma pièce d'identité, les effets confirmés officiellement que je n'avais aucune responsabilité légale ou financière pour cette police. Puis-je demander ce qui s'est passé, a dit la femme au téléphone. Juste un nettoyage, ai-je répondu. En retard. Une fois les documents déposés, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. C'était mon père. Tu te crois malin? Tu sais à quel point tu crées des problèmes. C'est ta famille, Clément. Tu ne peux pas juste te laver les mains et partir. J'ai sauvegardé le message vocal, l'ai téléchargé sur le Drive. Ensuite, j'ai déposé une plainte auprès de la division antifraude de la Fédération nationale des consommateurs, FNC. Non pas que mon identité ait été volée exactement, mais parce qu'elle avait été utilisée, exploitée à mon insu, étendue d'une manière à laquelle je n'avais jamais consenti. L'agent au téléphone a été incroyablement serviable. Il m'a dit que je n'étais pas la première personne à vivre quelque chose comme ça avec sa famille. Il m'a guidé à travers chaque étape de la congélation de mon crédit et du signalement des autorisations passées. J'ai également configuré l'authentification à 2 facteurs sur tout. Je veux dire, tout. Si quelqu'un essayait d'accéder à un ancien identifiant ULU ou de récupérer un email que je n'avais pas utilisé depuis 2016, je voulais être alerté. J'en avais fini de laisser les portes déverrouillées. Puis est venue la vraie démonstration de force. Je me suis souvenu de quelque chose dont Léa s'était vantée l'année dernière à Noël, qu'elle avait enfin été acceptée pour un nouvel appartement grâce à son bon crédit dû au fait d'avoir été sur les affaires de Clément pendant des années. Je n'y avais pas pensé à l'époque, mais maintenant, cela a fait tilt. J'ai tiré mon rapport de crédit complet de tous les 3 bureaux, scanné chaque ligne comme si je déchiffrais un message, et là, c'était un compte de service public à mon nom, ouvert il y a 3 ans, adresse pas la mienne, l'immeuble de Léa. Elle avait utilisé mon nom et mon numéro de sécurité sociale sans demander. Probablement qu'elle pensait me rendre service ou peut-être juste qu'elle ne le remarquerait pas. J'ai déposé le litige, signalé le compte comme non autorisé, gelé mon crédit, signalé toute tentative d'ouverture de nouveaux comptes. En quelques jours, elle a reçu un avis d'interruption de sa facture d'électricité en attente de vérification. Elle m'a envoyé un message paniqué. Pourquoi mon électricité est-elle perturbée? Je vais perdre mon bail. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran. Puis, juste pour être sûr, j'ai appelé le bureau de location de son immeuble, leur ai dit que mon identité avait été utilisée sur un compte de service public lié à une unité là-bas, leur ai envoyé le rapport de la FNC. Leur ai demandé de signaler mon nom dans le système et de me retirer de tout bail ou compte lié. C'est là que la deuxième vague a frappé. Ma mère a envoyé un message, pourquoi Léa dit-elle qu'elle pourrait perdre son appartement? As-tu fait quelque chose, Clément? Sois honnête.
J'ai finalement répondu, je nettoie tout ce qui a été créé sans mon consentement. Sa réponse a été courte. Tu détruis cette famille. Je l'ai juste fixée. Non, j'ai pensé, je ne la laisse simplement plus me détruire. Mais je n'avais pas encore fini. Car la vengeance ne consistait pas à les regarder se tortiller. Il s'agissait de s'assurer qu'ils ne pourraient plus me faire ça, ni à personne d'autre. Je suis passé à la manière la plus radicale, la plus propre et la plus professionnelle possible. J'ai rédigé une lettre de mise en demeure, formelle, polie, inattaquable. J'y déclarais que je n'autorisais plus aucun membre de ma famille immédiate à utiliser mon nom, mon crédit, mon identité ou mes informations de paiement à quelque fin que ce soit. J'ai cité le numéro de la plainte auprès de la FNC, les litiges déposés et j'ai inclus une liste des comptes connus que j'avais signalés. Je l'ai envoyé par courrier recommandé, chaque lettre signée et horodatée. Ils ne pourraient pas dire que je ne les avais pas prévenus. Puis j'ai déposé un formulaire de changement d'adresse pour moi-même, non pas parce que je déménageais, mais parce que je savais qu'ils mémorisaient mes anciennes adresses. J'en avais fini de recevoir des factures aléatoires qui me seraient transférées par erreur. J'ai même créé une nouvelle adresse email personnelle, que je n'ai donnée qu'à quelques amis proches. L'ancienne, je l'ai supprimée de tout ce qui était important. Je l'ai laissée là comme un piège, attendant que quelqu'un essaie quelque chose. Mais je ne me suis pas isolé. Pas cette fois. J'ai commencé à renouer avec des gens qui me voyaient. Non par obligation, mais parce qu'ils le voulaient. Mon ami Marc, qui avait un jour dit, « Tu es toujours là pour tous ceux qui sont là pour toi ». Il a recommencé à m'inviter aux soirées-jeux. Mon ancien colocataire Simon et moi avons recommencé à faire des randonnées le week-end. J'ai même rejoint un groupe de rencontres technologiques locales, j'ai donné une conférence, j'ai senti mes mains trembler pendant tout le processus, mais ils ont applaudi, souri. Je n'étais plus invisible. J'ai commencé à tenir un journal, à aller plus souvent à la salle de sport, je me suis inscrit à un cours de cuisine. Puis, un vendredi soir, assis dans un restaurant tranquille avec de nouveaux amis et des rires authentiques autour de moi, mon téléphone a vibré. Un message de Léa. Juste 2 mots. Il faut qu'on parle. J'ai posé mon téléphone face cachée, j'ai pris une gorgée de ma boisson parce que je savais déjà ce qu'elle allait dire. Elle avait finalement atteint un mur. Un mur qu'elle ne pouvait pas escalader en utilisant mon nom, et elle était sur le point d'apprendre à quoi ressemblaient vraiment les conséquences. Le message est resté sur mon téléphone comme une pierre au fond d'un lac. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance. Plus maintenant. Juste par clarté. Parce qu'à ce stade, je n'avais pas besoin de parler. Tout ce que j'avais besoin de dire avait été dit avec des limites, avec le silence, avec des documents. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ce texte n'était que la première fissure dans le mur qu'ils avaient construit. Celui où ils se peignaient en victime de ma mesquinerie tout en essayant encore de pomper de la vie qu'ils m'avaient retirée. 3 jours passèrent, puis un message vocal, puis un autre, puis ma mère essaya d'appeler de son téléphone fixe, celui qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait vraiment besoin d'être prise au sérieux. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Puis vint un message de Jules. Il panique, mec. Léa est accablée de frais. Maman dit que son identifiant Apple ne se synchronise pas. L'assurance de papa a expiré. Peux-tu juste arranger ça et on s'arrangera plus tard? Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité. Juste, arrange ça. Il ne comprenait toujours pas. Mais le destin, il s'avère, a une façon d'intervenir quand on est assez silencieux pour le laisser faire. Cela a commencé par un appel du bureau de location de l'appartement de Léa. Il faisait suite à la plainte de la FNC. La facture des services publics avait été signalée et ils avaient commencé à examiner les demandes de bail. Ils ont découvert que Léa avait soumis des documents supplémentaires, une lettre de co-signature utilisant mon nom et une fausse signature. Fraude d'identité. Il n'a pas fallu longtemps pour que cela dégénère. La compagnie d'électricité a ouvert son propre dossier interne. Ces services ont été suspendus en attendant qu'une identité vérifiée puisse être confirmée. Et quand elle a essayé d'expliquer, ils ont demandé des documents, des preuves de relation, des preuves de consentement. Elle n'avait rien. C'est à ce moment-là que les messages ont commencé à affluer. Clément, je vais littéralement perdre mon appartement. S'il te plaît. Je ne pensais pas que c'était si grave.
Tu es cruel. Tu ruines ma vie pour des services publics. En es-tu fier? J'ai fait une erreur. Une seule, et maintenant je suis puni pour ça comme si j'étais une sorte de criminel. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire, car peu après, elle a été contactée par quelqu'un d'autre. Pas moi, pas mon avocat, le service des fraudes. Une enquête de routine, ont-ils dit. Rien de formel pour l'instant. Mais elle a paniqué et elle a fait sa première vraie erreur. Elle a essayé de me blâmer. Elle a dit que j'avais l'habitude de l'aider avec tout et que j'avais probablement oublié que je lui avais donné la permission, mais l'agent avait la lettre de mise en demeure. La plainte de la FNC. Les dates enregistrées de quand j'avais tout signalé et m'étais retiré de toutes les associations. Son histoire s'est effondrée avant qu'elle ne puisse la terminer. Et c'est là qu'elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'est présentée à mon immeuble. Je revenais d'une course quand je l'ai vue assise sur le banc près des portes d'entrée, portant de grandes lunettes de soleil comme si cela dissimulait d'une manière ou d'une autre le désespoir dans son langage corporel. J'ai fait une pause, non pas par choc, mais par choix. J'avais toutes les raisons de continuer mon chemin, mais une partie de moi, non pas pardonnante mais prête, s'est approchée. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Clément, sa voix a craqué. On peut parler, s'il te plaît? Je n'ai rien dit. J'ai fait une erreur. Je sais que je l'ai faite. Je pensais juste que ce n'était pas grave. Je pensais que c'était juste. Je ne sais pas. Normal d'utiliser le nom de quelqu'un pour ouvrir des comptes et mentir sur des documents légaux, ai-je demandé. Ma voix était calme. Je n'étais plus en colère, juste fatigué. Elle a baissé les yeux. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Mais c'est ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête lentement, les yeux vitreux. J'ai peur. Je me suis assis à côté d'elle. Pas prêt, juste assez. Tu devrais l'être, ai-je dit. Pas à cause de moi, mais à cause de ce que cela dit de toi qu'il ait fallu tant de dégâts pour que tu ressentes quelque chose. Je souffrais aussi, a-t-elle dit doucement. Maman et papa, ils s'attendaient toujours à ce que tu arranges les choses. Et je savais que si je demandais, tu dirais non. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait quand même. Ce n'est pas une excuse. C'est une confession. Elle a hoché la tête. Je leur dirai la vérité sur tout. Cela m'a surpris. Je ne contesterai pas la plainte pour service public, a-t-elle dit. Je paierai tout ce que je devrai. Juste, ne porte pas plainte, s'il te plaît. Je ne peux pas supporter ça. Je l'ai fixé un instant, et à ce moment, je l'ai vu non pas comme l'ennemi, pas même comme la sœur qui m'avait manipulé et culpabilisé pendant des années, mais comme une personne profondément imparfaite et effrayée qui se regardait enfin dans le miroir qu'elle avait passé sa vie à éviter. Je n'irai pas à la police, ai-je dit. Pas à moins que tu ne m'y forces. Le soulagement a inondé son visage. Mais je ne suis plus ton filet de sécurité non plus, ai-je poursuivi. C'est la dernière conversation que nous aurons si tu essaies de me ramener dans le désordre. Comprends-tu? Elle a hoché la tête, a dit « merci ». A essayé de me serrer dans ses bras. Je n'ai pas rendu l'étreinte. Puis je me suis levé et suis entré. La semaine suivante fut une cascade. L'assurance de mon père a officiellement expiré. Il a dû tout recommencer. Le compte iCloud de maman a été bloqué, en attendant la vérification d'identité. Elle a perdu l'accès à la moitié de ses applications et n'a pas pu récupérer son mot de passe sans mon numéro de secours, qui n'existait plus. Le téléphone de Jules, qui était resté discrètement sur mon ancien forfait même après que je l'ai retiré, a été complètement déconnecté pour non-paiement. Apparemment, il avait profité d'un délai de facturation. Un par un, les dominos sont tombés. Il n'avait pas cru que je partirais vraiment. Mais maintenant il n'avait d'autre choix que de faire face à un monde où je ne compensais plus les conséquences de leurs décisions. Les retombées ont été principalement silencieuses, quelques autres messages en colère, des publications Facebook voilées sur la trahison familiale et le fait d'être poignardé dans le dos. Une diatribe de l'ami de ma mère à ses amis sur les jeunes d'aujourd'hui et leur égoïsme, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un dernier message. Un email groupé adressé à tous. Objet, clôture. J'ai choisi la paix. J'espère qu'un jour vous la choisirez aussi. Jusque-là,
c'est la fin de mon implication dans tout ce qui vous concerne, financièrement, numériquement ou autrement. J'ai signalé toutes les utilisations abusives de mon nom et de mes comptes aux agences appropriées. Toute autre violation sera poursuivie légalement. Je vous souhaite à tous la guérison, mais je ne ferai plus partie des dégâts, Clément. Puis j'ai archivé le fil, bloqué leur numéro, mis en place des filtres de mai, et j'ai tourné la page. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement. Plus petit mais plus lumineux, plus chaleureux. Il y avait des photos sur le mur maintenant. Mes amis, mes randonnées, un chien que j'avais adopté nommé Fido qui ronflait comme un tracteur et refusait de dormir ailleurs que sous le canapé. Je préparais mes propres dîners, riais avec des gens qui ne me demandaient jamais de payer plus que ma part. J'ai été invité à une fête d'anniversaire et je n'ai pas ressenti le besoin d'apporter un cadeau coûteux pour prouver ma valeur. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, lentement, honnêtement. Sans bagage derrière moi. Ma famille ne me manquait pas. Pas vraiment, car j'avais enfin compris quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a longtemps. On ne doit pas de loyauté à des gens qui utilisent votre gentillesse comme une arme. Et parfois, partir n'est pas une vengeance. C'est de la survie. C'est de la liberté. C'est enfin se choisir soi-même. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai fait. Je n'étais pas le méchant pour être parti. J'étais juste le premier assez courageux pour arrêter de faire semblant.